C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la mort de l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan Banny. L'homme politique est décédé à Paris à l'âge de 78 ans des suites de complications liées au Covid-19. Nous serons en direct avec notre confrère de RFI, Alain Foka. La suspension de la Guinée par l'Union africaine, une suspension qui intervient 6 jours après le coup d'État mené par des militaires, une décision qui intervient alors que la mission de la CEDEAO est à Conakry. Ses membres ont pu rencontrer le président déchu Alpha Condé. Le compte-rendu de notre envoyé spécial en Guinée, Sarah Sako. Au Cameroun, 4 suspects impliqués dans l'attaque d'une école ont été condamnés à mort. Les faits se sont déroulés en octobre 2020 dans la région anglophone du Cameroun, dans le sud-ouest du pays. L'attaque avait causé la mort de 7 enfants. Nous serons à Yaoundé dans ce journal. On a appris ce vendredi le décès de l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan Banny à Paris, où il avait été évacué le 4 septembre selon nos confrères de Jeune Afrique. Il est mort à l'âge de 78 ans des suites de complications liées au Covid-19. Il fut un personnage central de la scène politique ivoirienne, notamment lors de la crise des années 2000. Alain Foka, journaliste et producteur chez nos confrères de RFI. Bonsoir, on ne vous présente plus. Merci beaucoup d'être avec nous, Alain Foka. Alors, Charles Konan Banny était un personnage central, je le disais, dans l'échiquier politique ivoirien. Oui, il aura traversé plusieurs périodes, plusieurs décennies de la vie politique ivoirienne. D'abord proche de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny, et ensuite il aura été avec Henri Konan Bédié, et puis il aura été Premier ministre de transition dans une période particulièrement difficile, puisqu'il fallait jouer les médiateurs, et médiateurs surtout entre le président Laurent Gbagbo et le président Jacques Chirac qui ne s'entendaient pas. C'était un équilibriste, et il l'a fait avec beaucoup de talent, il l'a fait avec l'amour de son pays, parce que c'était quelqu'un qui aimait vraiment la Côte d'Ivoire. Et puis il y a eu la période de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, à Dakar, où il a été pendant longtemps le gouverneur. Mais ce que je veux retenir, c'est que, au-delà de l'amour qu'il avait pour la Côte d'Ivoire, au-delà de sa personne qu'il a donnée, la politique n'a pas été vraiment son truc, c'est-à-dire il n'a jamais vraiment trouvé sa place à l'intérieur, puisqu'il a voulu prendre le PDCI à un certain moment, mais en face d'Henri Konan Bédié, il ne pesait pas lourd, hein, ça a été plutôt difficile, et c'était plutôt un homme, on va dire, un homme de consensus, un homme de discussion, un homme particulièrement généreux. Et puis on retiendra, dans la période de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la dévaluation. C'est sous Charles Konan Banny que se fait la dévaluation, qui a été quelque chose de particulièrement difficile. Il fallait gérer la dévaluation dans un climat particulièrement tendu, très tendu, puisqu'elle n'était pas préparée. Et je ne peux pas oublier non plus la faillite d'Air Afrique. La faillite d'Air Afrique, c'est sous Charles Konan Banny qu'elle se fait, malheureusement. Et là, ce n'était pas seulement le fait d'un homme. On a rêvé qu'il réussisse ce qu'il avait envie de faire parce qu'il avait promis le retour d'Air Afrique. Malheureusement, ça ne dépendait pas seulement de lui, c'était un chantier particulièrement difficile. On retiendra aussi la commission Vérité et Réconciliation. Et à la vérité, il a voulu vraiment la faire parce qu'il y avait des propositions concrètes. Seulement le climat politique ne voulait pas qu'il ait réussi. On a souvent pensé qu'il a été mis là pour le mettre sur la touche parce qu'il n'a pas eu les moyens de sa politique véritablement. Merci beaucoup Alain Foka pour votre analyse et d'avoir réagi aussi vite sur notre antenne. L'Union africaine suspend la Guinée de toutes ses activités et organes de décision après le coup d'État mené dimanche par des militaires dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Une décision qui intervient alors que la mission de la CEDEAO est sur place. Je vous propose d'écouter le compte-rendu de notre envoyée spéciale Sarah Sako. Elle était avec nous tout à l'heure. Ce fut une longue journée ponctuée de différentes étapes. Alors c'est vers 14h30 que le colonel Mamadi Doumbouya a débarqué à l'hôtel Riviera en ville où se trouvait la délégation de la CEDEAO. Plus de 3h30 donc après l'arrivée des émissaires de l'organisation régionale. Il a fait une arrivée très remarquée avec 2 blindés et encadré des hommes des forces spéciales cagoulés et lourdement armés. Alors il y a une réunion de travail qui a duré 1 heure environ,
puis le colonel Doumbouya est reparti vers son QG, le camp des forces spéciales, qui se trouve donc à côté du Palais du Peuple, à l'entrée de la ville. Il y a été suivi par la délégation de la CEDEAO et donc les journalistes n'ont pas été admis, vous vous en doutez. Ce camp est donc gardé, infranchissable, avec notamment un drone qui survolait le camp. Puis la délégation est repartie directement vers l'aéroport avec un convoi militaire sur une voie de l'autoroute Fidel Castro réquisitionnée pour l'occasion, avant de reprendre donc le vol de la République, l'avion de la République du Ghana avec lequel il était arrivé en matinée. Avant de partir, nous avons pu donc nous entretenir avec la ministre ghanéenne des Affaires étrangères notamment, qui a dit être satisfaite de cette rencontre. Elle dit avoir trouvé le colonel Doumbouya très ouvert, très franc. Nous avons établi le dialogue, c'était le but de cette visite, nous a-t-elle expliqué. Nous allons en rendre compte au chef d'État de la CEDEAO et poursuivre le dialogue. Alors Sarah, la délégation de la CEDEAO a également pu rencontrer Alpha Condé. Oui, point fort de la journée, ils ont pu rencontrer Alpha Condé, qui était donc de toute évidence détenu au QG des putschistes, ce fameux camp des forces spéciales à l'entrée de la ville. Comment va-t-il? Nous avons posé la question à la ministre ghanéenne des Affaires étrangères. Écoutez sa réponse. Il va très bien. Nous avons eu un très bon échange avec lui. Il était en mesure de nous répondre, il comprenait tout ce qu'on disait, il répondait très bien. Donc je pense qu'il va bien physiquement et mentalement compte tenu des circonstances. La secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères guinéen, avec qui nous nous sommes également entretenus pour savoir si la libération d'Alpha Condé était actée. Elle explique que cette libération ne peut pas être immédiate, mais que le principe est acquis. Dans des conditions comme ça, il est difficile de tout de suite répondre à une requête, mais sinon, en principe, oui, elle est acquise. Et comme ils l'ont dit et ils l'ont répété, c'est le père de la nation guinéenne. C'est le père de tous les Guinéens, donc sa santé est importante, sa liberté est importante également, donc le principe il est acquis. Voilà. Merci madame. Souvenez-vous, le drame avait suscité une vive émotion au Cameroun. C'était en octobre 2020. Une dizaine d'hommes armés avaient fait irruption dans une école de Kumba, dans la région anglophone du sud-ouest du pays, puis avaient abattu froidement 7 élèves âgés entre 9 et 12 ans. Une douzaine d'autres avaient été blessés. Aujourd'hui, 4 suspects ont été condamnés à mort par peloton d'exécution. Les précisions de notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. La peine capitale par peloton d'exécution, c'est la sentence prononcée par le tribunal militaire de Boya, chef-lieu de la région anglophone du Sud-Ouest, à l'encontre de 4 personnes accusées d'être les auteurs de la fusillade du 24 octobre 2020 dans un établissement de Kumba, toujours dans cette région anglophone du Sud-Ouest, en proie à une crise sécuritaire depuis bientôt 5 ans. 7 adolescents âgés entre 12 et 14 ans avaient été tués, 13 autres avaient été blessés, dont certains grièvement. Les 4 hommes étaient jugés pour actes de terrorisme, hostilité contre la patrie, sécession, meurtre et détention illégale d'armes et de munitions. La décision du tribunal militaire de Boya ne réjouit pas Maître Richard Tanfou, avocat et militant des droits de l'homme. Je suis pour ceux-là qui pensent qu'on ne doit pas payer le mal par le mal. C'est vrai, l'acte a déjà été commis, les personnes sont décédées, même si on arrivait à avoir arrêté les coupables, ils doivent payer pour les crimes, mais je ne pense pas que ça doit être la peine de mort. Bien que le Cameroun ne soit pas abolitionniste, la dernière exécution a eu lieu ici en 1997. Les 4 hommes ont maintenant 10 jours pour faire appel de la décision, faute de quoi celle-ci deviendra exécutoire. Et sauf grâce présidentielle, le juge n'aura plus qu'à fixer la date exacte et le lieu de l'exécution qui se fera sur la place publique et par fusillade. Ce samedi, les Éthiopiens fêtent leur nouvel an, le premier jour de l'année composé de 13 mois et décalé de 7 à 8 ans par rapport au calendrier grégorien. Habituellement, c'est un jour de fête, mais cette année, les célébrations se déroulent dans un contexte de tension et de guerre. Wassim Cornet. Ce n'est pas la foule des grands jours dans ce marché d'Addis Abeba. Quelques heures seulement avant le début du nouvel an éthiopien, les habitants ici n'ont pas tellement le cœur à la fête. Depuis bientôt un an, la guerre fait rage dans le nord du pays.
avec des conséquences importantes sur l'économie nationale. Et donc un impact également sur le pouvoir d'achat des Éthiopiens. Selon les Nations Unies, les combats dans le Tigré ont vidé les caisses de l'État d'1 milliard de dollars. Ils perturbent aussi l'approvisionnement, suscitant l'inquiétude auprès des commerçants. Alors que le gouvernement continue à appeler à la destruction des rebelles tigréens, de nombreuses personnes venues faire leurs achats dans ce marché ne souhaitent qu'une chose, la paix. Une paix qui ne semble être une priorité pour aucun des deux camps. Dans son message du Nouvel An, le chef du Front de libération du peuple du Tigré a prévenu ses partisans que leur victoire serait inéluctable. On en vient à la 13e édition du FEMUA, le festival de musique urbaine d'Anoumabo, qui se déroule en ce moment à Abidjan. Il a démarré en début de semaine. Il était très attendu car annulé l'an dernier à cause de la crise sanitaire. L'ambiance est survoltée. Je vous propose d'écouter la réaction de l'artiste Céline Banza au micro de notre envoyée spéciale Fatima Tawan. Je suis honorée, c'est toute la jeunesse congolaise qui est honorée. D'être ici, ça me fait... je ne sais pas comment expliquer mes émotions à Salfo. Il m'a toujours accompagnée et m'a invitée dans son festival. Cette période était difficile pour tous les domaines. Et là, malgré ça, on a quand même pu essayer de vivre avec, c'est-à-dire de trouver comment faire des concerts avec les gestes barrières et tout. Mais là, retrouver cette très grande scène qui est la FEMUA, j'ai très hâte. Moi, je suis vraiment excitée et j'ai envie de partager ce moment avec ce nouveau public d'Abidjan, ce grand public d'Abidjan. Et franchement, j'espère qu'on va passer des super moments, qui seront contents de ma musique et de mon travail. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.